À la fin du secondaire, au moment de s'engager dans des études supérieures, de plus en plus de jeunes décrochent. À Lyon, l'association L'Année-Lumière leur propose un programme d'1 an pour retrouver confiance en eux et se frotter aux réalités du monde du travail. Toutes ces choses importantes de la vie qu'on ne nous a pas vraiment appris à l'école, et ben on nous l'apprend ici. Que ce soit créer un CV, rencontrer des adultes qui sont dans les milieux qui nous intéressent. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait vraiment être pour tous les étudiants. Ils font plein d'ateliers sur la connaissance de soi, la découverte du monde, sur les compétences transversales, la méthodologie de projet. Ils ont un voyage en Europe qu'ils montent eux-mêmes et où ils partent 2 par 2 pendant 15 jours découvrir une ville d'Europe. Ils ont un programme d'entrepreneuriat et ils ont une immersion qu'ils réalisent soit grâce à un service civique, soit grâce à des stages ou un job étudiant. Il serait pas génial oui. Bien loin des cours traditionnels, ces jeunes participent à toutes sortes d'ateliers qui les confrontent à des situations concrètes. Deuxième tour, donc on va prendre la même mise en situation avec un patron et un salarié qui tentent de se faire augmenter. L'idée d'avance, ils savent qu'ils vont pas se faire augmenter, vous l'avez compris. Moi, la consigne que je vais leur donner, c'est essayer de me trouver 2 signes dans le non-verbal qui vous prouvent que ce sont des gentils ou des méchants, comme patron. Des signes qui peuvent être simples. Par exemple, j'ai pas envie, je peux avoir les mains croisées, je peux avoir les épaules devant, je peux faire un ton fort. Ok. Allez. Ce qui me frappe le plus, c'est la méconnaissance des besoins. Des jeunes qui ont vraiment du mal à mettre des mots sur leurs besoins fondamentaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les accompagne sur mettre des mots sur mes objectifs profonds. Qu'est-ce que je veux à part juste avoir une maison et avoir une vie familiale? Qu'est-ce que je veux réaliser, accomplir ou juste être? Et puis la deuxième chose, c'est méconnaissance de ses qualités. Et c'est pour ça qu'on parle notamment de besoins. On remarque que des jeunes sur des questions qui peuvent paraître simples, c'est quoi mes qualités, mes défauts, ont beaucoup de facilité à mettre des mots sur leurs défauts. Bien souvent on leur a dit, même dans le système scolaire malheureusement, mais on n'a pas forcément assez mis l'accent sur les qualités. Quelles sont leurs qualités et qu'est-ce qui fait d'eux un personnage unique dans le monde? Tout au long de l'année, un des objectifs est de réaliser un projet entrepreneurial lié au développement durable. Dans notre projet entrepreneurial, donc on réalise un jeu de société sur le thème de l'écologie. Donc là, c'est notre dernier prototype. Une fois qu'on a choisi notre ville et qu'on est maire de notre ville, le but c'est que la ville qu'on a choisie soit la plus propre possible. Donc on a 4 possibilités d'amélioration. Donc on a la zone eau, énergie, déchets et transport. Et donc il faut mettre ces 4 installations au niveau 3 en fait. Et dès que mes 4 installations sont au niveau 3, eh ben, j'ai gagné. De la conception à la commercialisation, ce sont les jeunes qui gèrent toutes les étapes du projet. Ok, on part sur ça. Ici, cette année-lumière, je sais que j'ai vraiment appris des choses qui vont m'être utiles. Et je trouve que ça, c'est important aussi de trouver le sens des choses qu'on fait. Et même les mentors bénévoles, venus du monde de l'entreprise, retrouvent une âme d'adolescent. Il faut créer quelque chose. C'est pas simple en fait de partir d'une page blanche. Et je trouve que ça apprend beaucoup plus que ce que moi j'ai pu apprendre à l'école, c'est ils se confrontent à une vraie réalité de l'entreprise. Moi, quelque part, en fait, si je viens là, c'est parce que j'aurais aimé le faire avec eux, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous là pour le même but et le même projet, et on se soutient tous main dans la main. Et donc, ce qui nous permet justement d'avoir plus confiance et d'avancer sur nos propres projets, en fait. Il faut qu'on arrête de dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs, des gens qui sont moins bons, et être tous plus soudés et se compléter, voilà. Rien de tel que des expériences concrètes pour révéler son potentiel. Et pour cela, pas besoin d'attendre d'être adulte. Des associations comme Dreammakers et Entreprendre pour apprendre permettent aux classes de 3e de créer des mini-entreprises, comme ici, à Aire-sur-la-Lys. Axel et Adrien, là, vous étiez sur quoi? On a regardé le coût des productions des pince-nez et des badges et ensuite combien ça nous ferait en bénéfice.
David et Ethan, vous étiez sur études de marché du coup? On est en train de travailler, savoir on vend combien les pince-nez, l'attache-masque et les badges. Donc nous, aux productions pince-nez et attache-masque, là on va lancer les premiers pince-nez et on va essayer de régler un peu les attache-masques parce qu'il y en avait un qu'on avait testé et qui avait cassé. Ça me paraît bizarre. Quand je discute avec d'anciens mini-entrepreneurs, ils me disent tous, le projet de mini-entreprise, c'est le premier projet et presque le seul où on a pu faire ce que nous, on avait envie de faire. Et pas ce que vous vouliez qu'on fasse. Chaque année, les élèves candidats à l'option mini-entreprise passent un entretien avec les professeurs. Mais en 2020, il a fallu constituer l'équipe en s'adaptant aux circonstances sanitaires. On a contacté les élèves par moyen numérique et leur a dit, si vous voulez postuler à la mini-entreprise, vous nous envoyez une vidéo, vous avez 1 minute. La seule consigne, c'est pourquoi est-ce que vous voulez participer au projet? Parlez-nous de vous. Bonjour, il est 13h. En exclusivité, une élève du collège Jean Jaurès d'Arsolanis nous fait part de sa candidature pour intégrer la mini-entreprise. J'aime les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut faire dessus. On a eu une vingtaine de vidéos en retour avec des choses très originales, parfois touchantes, d'élèves qui vous disent « Moi, depuis que je suis au collège, je vois la mini, ça fait 4 ans que je suis là, je veux faire la mini ». Et puis d'autres qui se sont mis en scène, qui ont fait des choses assez drôles. Vous l'avez compris, je suis polyvalente. Je trouve ce projet parfait. En plus, j'ai des bonnes idées. J'ai la patate. Vive la République, vive la France, vive Jean Jaurès, vive la mini-entreprise. Cette année, les élèves ont choisi de promouvoir le handisport. Ils fabriquent et vendent des badges, des pince-nez et des attache-masques, dans le but ultime d'acheter un fauteuil roulant adapté pour le club de tennis de la ville. Un fauteuil roulant, ça doit coûter 7 000 € environ. Et donc ouais, ça coûte très cher, donc il faudra vraiment avoir beaucoup de bénéfices pour pouvoir le payer. Moi, dans la mini-entreprise, je suis chargée de faire la communication, donc les réseaux sociaux. Donc on a créé Instagram ou encore Twitter ou Facebook ou TikTok. Et nous, notre but, c'est de nous faire connaître sur tous les réseaux. Donc on s'abonne à plusieurs comptes du genre Roland Garros ou des joueurs très connus pour nous faire connaître un maximum. Ah, t'écris quoi là? À la pratique du tennis, fauteuil. Pour nous aider à ce projet, suivez-nous sur les réseaux. Il y a la communication, la production, il y a aussi l'événementiel, le budget. Il y en a un qui ne va pas durer longtemps, c'est pour l'étude de marché, pour savoir combien pour écouter le pince-nez ou un badge. Ah ouais, c'est bien. Toujours dans les écouteurs. Nickel. Et donc du coup, vous allez à la format grand pour l'accueil et Ouais, en format 3. Vous avez déjà fait des recherches? Cette option mini-entreprise, Rudy Alba l'anime avec ses collègues de mathématiques et d'anglais. On est dans quelque chose qui est transdisciplinaire, qui est transversal. Je vous prends un exemple. Si je dois contacter un fournisseur parce que je veux essayer de négocier un tarif sur une matière première pour fabriquer mes produits, si je veux lui envoyer un mail, il faut absolument que le mail soit sans faute d'orthographe. Sinon, ça ne fait pas sérieux. Donc les disciplines, en fait, viennent nourrir ce projet-là. Si je travaille sur le budget et qu'il faut que je calcule le prix de revient pour connaître à quel prix je peux vendre un produit, je vais mobiliser des outils mathématiques, notamment l'utilisation de logiciels spécifiques comme des tableurs. Ça en reste combien? On a fini ça et il faut faire ça. Je trouve ça génial parce qu'on apprend à travailler en équipe, on crée un projet et je trouve ça super qu'en plus on peut aider des gens. Travailler au bonheur commun, voilà un moteur enthousiasmant. Pas étonnant que dans la ville d'origine de Gandhi, une école entière y soit basée sur le concept « I can ». Traduisez « Je peux changer le monde ».
Avec des résultats exceptionnels, Riverside School est considéré comme l'un des meilleurs établissements du pays. Ici, chaque journée commence par un rituel surprenant qui réunit élèves et professeurs. La forme n'est jamais la même, mais ce moment de partage est immuable. Là, on est en train de faire ce qu'on appelle un conglome. On mélange des élèves de différentes classes pour qu'ils passent du temps ensemble et apprennent à bien se connaître. Ça leur permet aussi de voir les professeurs sous un autre jour. Quand on se roule par terre avec eux ou qu'on saute tous ensemble, ça brise la glace et ça nous rapproche les uns des autres. C'est un moment de la journée qui nous sert précisément à tisser des liens. Parfois, les enfants arrivent à l'école perturbés, préoccupés ou pas bien réveillés. Et ça n'aurait pas de sens de commencer les cours tout de suite. Ils ne vont pas suivre, ils vont avoir l'esprit ailleurs. Mais grâce au conglome, on arrive à dépasser ça, à laisser ses émotions derrière soi pour être pleinement dans l'instant présent. C'est aussi à ce moment-là qu'un enseignant peut remarquer si un élève n'est pas dans son assiette, par exemple. C'est un temps où on peut s'observer, se parler, s'apprivoiser pour qu'on passe tous une bonne journée. Nous faisons des conglomes tous les matins, et ça n'a rien à voir avec des cours théoriques. Ça peut aussi bien être discuter dans une classe de l'actualité du moment que venir ici sur le terrain de sport pour faire une activité. Vous allez vous répartir en 4 équipes dans les 4 coins du terrain et chaque équipe aura un ballon. Tous les membres de l'équipe auront les yeux bandés, sauf le dernier ou la dernière qui devra guider les autres. Il gardera les yeux ouverts, mais n'aura pas le droit de parler. Ok, je me mets en bout de chaîne, vous vous mettez au milieu ? Si tu veux qu'on aille à droite, tu tapes sur l'épaule droite, à gauche, sur l'épaule gauche. Une tape, ça veut dire stop, 2 tapes, c'est lâche la balle. Ok ? La plupart des jeunes comprennent l'intérêt des conglomes, et c'est très enrichissant pour eux. Mais certains, et j'en faisais sans doute partie moi-même quand j'étais élève ici, se disent « Ah mon Dieu, encore un conglome ». Mais maintenant, je sais qu'ils ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Maintenant que je suis de retour, mon but, quand je prépare des conglomes, c'est que les élèves puissent en retenir des choses, même inconsciemment. Et j'espère que quand ils seront à l'université ou quand ils travailleront, ils réaliseront qu'ils ont des compétences qui les aident à s'orienter dans la vie. Yes, on a gagné. Ok. Vos premières impressions ? Alors ? Oui, Misha. J'étais la guide et je n'arrêtais pas de taper pour lui dire d'aller à gauche et elle continuait d'aller de l'autre côté. Je savais plus quoi faire, c'était super frustrant parce que je pouvais pas lui dire pourquoi tu vas à droite. Je ne pouvais que continuer à taper. Ok, quelqu'un d'autre ? On était complètement désorientés parce qu'on sentait juste l'étape mais sans vraiment savoir où on allait. Donc, à mon avis, même si on ne sait pas où on va, l'important, c'est de faire confiance à la personne qui nous guide pour nous mettre sur la bonne voie. Super, je suis contente d'entendre ça. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de confiance entre vous. Savoir faire confiance et respecter les règles pour atteindre le but qu'on s'est fixé, c'est très très important. Merci beaucoup. Je suis arrivée ici en première année de maternelle. J'ai passé 15 ans de ma vie à Riverside. Et les liens qu'on tisse ici, surtout avec nos professeurs, sont vraiment très forts. Je me rappelle très bien de mon arrivée à Riverside.
J'entrais en 4e et les profs m'ont serré dans leurs bras. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais, de mon nom, ni d'où je venais, mais ils m'ont accueilli en me prenant dans leurs bras. Alors que dans mon ancienne école, on était tellement nombreux dans les classes que les professeurs connaissaient à peine notre nom. À Riverside, on s'assied au milieu des élèves. Les professeurs déjeunent avec les élèves. Et on s'attache vraiment à créer des relations harmonieuses au sein de l'école. Les professeurs connaissent parfaitement chacun de leurs élèves. On a des conversations amicales, on fait des quiz, des énigmes, on fait des jeux avec eux. Donc on est beaucoup plus dans un environnement amical que dans la relation prof-élève qu'on voit d'habitude. C'est dans ce climat de confiance qu'a été institutionnalisée une pratique qu'on peine à imaginer ailleurs. Je suis en train d'évaluer ma maîtresse, de voir ce qu'elle pourrait améliorer et ce qu'elle fait bien. Comment se terminent les cours à l'heure? À peu près toujours. Est bien préparé pour le cours toujours. Montre de l'intérêt pour le sujet toujours. Rend les copies dans la semaine souvent. Quand les profs nous donnent leur avis, on doit le prendre de manière constructive. Donc c'est super qu'on puisse aussi donner le nôtre. Ils le prennent aussi de manière constructive et pas comme une forme de reproche. Et même quand on critique un peu, ils l'acceptent, ils essaient de trouver un compromis, de changer des choses, parce qu'évidemment, personne n'est parfait du premier coup. Je pense que ce serait mieux si la maîtresse ne donnait pas les réponses tout de suite. Par exemple, quand elle dit quelle est la fonction du système respiratoire, elle écrit la réponse en dessous. Et je pense qu'elle devrait plutôt nous laisser chercher un peu. Parfois, les feuilles d'exercice sont très faciles. Et elle pourrait être plus stimulante. Donc c'est une solution aqueuse et donc elle est incolore. Je crois que c'était en physique qu'on galérait et quand le professeur a eu notre feedback, ça a complètement changé. Il a trouvé d'autres méthodes d'apprentissage, d'autres façons d'aborder son cours, et on a beaucoup mieux compris. L'une des raisons du succès de Riverside School, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre les élèves. Les notes sont réservées aux examens nationaux. Tous les enfants sont différents. Ils n'ont pas tous le même niveau de compréhension des concepts qu'on leur enseigne. Parfois, ils passent à côté de quelque chose. Alors, pour les faire progresser, on les fait travailler en groupe. Quand certains sont à la traîne, les autres les tirent vers le haut. Ça les aide, ça leur donne confiance en eux et ça leur permet de comprendre des choses que, tout seuls, ils n'auraient peut-être même pas identifiées. L'ouverture aux autres est l'un des points essentiels ici. Et c'est ce qui fait que les élèves n'entretiennent pas, comme dans beaucoup d'écoles, une compétition malsaine. Ils ont une autre façon de communiquer entre eux. Ils partagent leurs idées, ils partagent leurs valeurs. C'est une toute autre culture. Quand on travaille en groupe, ce n'est pas pour se faire rabaisser, c'est au contraire pour que les autres nous montrent les erreurs à ne pas refaire. Ce feedback qu'on reçoit est vraiment essentiel et permet de développer l'esprit de camaraderie et d'apprendre à respecter les autres. Je n'ai vu ça dans aucune autre école. Le travail en groupe, l'entraide, les échanges entre élèves, ils intègrent ça dès les premières années. Et ça leur donne confiance parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, ils sont bien entourés et ils peuvent avancer sereinement.
et les résultats sont excellents. L'année dernière, un élève d'Amit Dixit a été reconnu comme l'un des meilleurs étudiants en mathématiques au monde par l'université de Cambridge. Au-delà des résultats scolaires, l'école est le lieu où se transmettent et se développent très tôt les valeurs du vivre ensemble. Dans cette perspective, en Angleterre, les lycées intègrent à leur programme une matière controversée dans d'autres pays, l'étude de toutes les religions. Pourquoi est-ce important de savoir comment les religions voient l'au-delà ? Parce que ça impacte la façon dont les gens agissent dans ce monde. Ils se comportent différemment les uns avec les autres selon ce à quoi ils veulent accéder dans l'au-delà. Oui, ce que l'on pense influe sur la manière de se comporter. Donc ta réponse est très pertinente, super. Et qu'est-ce que cela nous aide à comprendre ? La raison d'être des gens sur Terre est influencée par la religion. Pour certains, le but est de se rapprocher de Dieu, et pour d'autres, c'est de faire le bien autour de soi. Précisément, donc la raison de notre présence sur Terre. Il y a des gens pour qui l'enfer et le paradis ne sont pas quelque chose de physique, mais de psychologique. Oui, pour certains, c'est une réalité psychologique. Et du coup, pour eux, les écritures saintes comme la Bible, le Coran, etc., sont des métaphores. Les religions monothéistes présentent l'au-delà de différentes façons. Vous auriez d'autres exemples ? Il y a le purgatoire, où les gens peuvent se purifier avant d'aller au paradis. Est-ce qu'on connaît des croyances comparables au purgatoire, cette sorte de salle d'attente ? Les musulmans croient qu'au moment de la mort, on reçoit des châtiments si on a été une mauvaise personne ou des récompenses si on a été une bonne personne. Oui, excellent. Il y a le barzakh et le purgatoire, deux concepts très proches. Et les deux sont une sorte de salle d'attente où l'on se lave de tous ses péchés avant d'accéder au jugement. Pour les trois religions monothéistes, il y a jugement et résurrection. Venir dans un cimetière avec les élèves est très enrichissant parce que c'est un lieu où se ressentent de nombreux thèmes que nous étudions. On parle de la mort, de l'au-delà, ce sont de vastes sujets. Et venir ici rend les choses plus palpables. Il y a toutes ces pierres tombales qui nous entourent, ça ancre notre réflexion dans la réalité et ça leur permet de discuter dans un environnement plus libre. Je pense que l'étude des religions, c'est important pour les élèves et pour leur avenir. Notre but est de faire d'eux des citoyens de demain, même si c'est un peu cliché, mais c'est vraiment de cela dont il est question. En quittant le lycée, plus ils auront une bonne compréhension d'eux-mêmes et des autres, mieux ils contribueront à rendre notre société harmonieuse. Dites-moi, que vous apporte l'étude des religions ? Comme je veux faire médecine à l'université, la dimension éthique, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'on parle d'avortement et de choses comme ça, à propos desquelles les gens ont des convictions vraiment différentes. Thomas d'Aquin explique que selon la loi naturelle, l'avortement est complètement immoral. Ça permet de comprendre pourquoi il y a des gens qui y sont totalement opposés. Et savoir d'où vient ce type de conviction, c'est très utile pour moi. Oui, très bien. Est-ce que quelqu'un connaît d'autres concepts de cet ordre ? Une grande partie de ma famille est croyante et ça m'a permis de comprendre les racines de leurs croyances, même si parfois ce n'est pas ce en quoi je crois moi-même. Bonne approche, bravo. Avec l'étude des religions, j'ai appris à échanger avec des gens de cultures différentes, à comprendre leurs origines, pour ensuite engager des conversations intéressantes avec eux. Je crois que pour nous qui vivons ici, c'est très important. Parce que Londres est une ville multiculturelle et il y a des gens de toutes les religions. Et on découvre des cultures dont on n'aurait jamais entendu parler si on vivait ailleurs. Donc à Londres, c'est vraiment pertinent.
À Riverside, la professeure de psychologie anime des cours de mindfulness, littéralement la pleine conscience, pour accompagner les élèves de terminale dans la connaissance de soi. On a parlé des LGBT, de la parité homme-femme, et on a essayé de comprendre d'où viennent ces discriminations. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le body shaming. Qu'est-ce que cette expression vous évoque? Qu'est-ce que vous comprenez? C'est le fait de traiter d'éléphant quelqu'un qui est gros ou de sac d'os quelqu'un qui est trop maigre. Ok. Autre chose? Le fait de se moquer de quelqu'un devant tout le monde? Notre but, c'est qu'à travers la pleine conscience, chaque élève appréhende son esprit, son corps et son moi profond, qu'il se concentre complètement sur lui-même en tant qu'individu. Quand on connaît et qu'on accepte ses propres particularités, cette conscience nous guide dans tous les aspects du quotidien. Maintenant, d'après vous, d'où vient le body shaming? Riva? Dans les médias, on a tendance à voir tout le temps les mêmes types de corps. Et du coup, on est conditionné à penser que c'est ce à quoi on devrait tous ressembler. Et dès qu'on s'écarte trop de cet idéal, d'une façon ou d'une autre, c'est vraiment mal vu. Et ça suscite les moqueries. Oui, les médias. Quoi d'autre? Oui, Soham? Je crois qu'il y a aussi des gens qui sont très influencés par les médias. Ils ont tellement la pression qu'ils ne se trouvent pas assez bien et ils n'arrivent pas à s'intégrer. C'est l'un des principaux problèmes auxquels les gens doivent faire face. Donc, encore une fois, se sentir accepté. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion et de chaos dans ce monde. Mais nous avons le pouvoir de transformer ce désordre en quelque chose de différent. Donc je crois qu'en parlant régulièrement de notre humanité et de comment ne pas tomber dans une course folle où on rabaisse les autres pour arriver à ses fins, on permet aux élèves de se poser, de réfléchir, puis d'aller de l'avant, dans une émulation collective plutôt qu'une compétition malsaine. Même dans le sport, l'esprit de compétition n'est pas de mise à Riverside. L'idée, c'est d'apprendre à avancer ensemble. En général, le sport n'intéresse que les gens qui sont vraiment compétitifs, les plus rapides, les plus grands, les plus forts. Quand on joue au foot, par exemple, ceux qui aiment vraiment le foot sont complètement à fond, et ceux qui ne jouent pas vont rester sur le côté. Et c'est cet aspect du sport qu'on a voulu changer. Une de nos méthodes, c'est d'inventer des sports complètement nouveaux, auxquels personne n'a jamais joué. Alors, voilà le but du jeu. À la fin du temps, et je vous dirai pas combien de temps vous avez parce que vous êtes des petits malins. Donc, à la fin du temps, il faut qu'il y ait plus de balles dans le terrain adverse. C'est tout. C'est tout. Ok? Donc, l'équipe une ici, l'équipe de là-bas. Allez, c'est parti. Je vous donne 1 minute pour établir une stratégie. Mettez au point une stratégie si vous voulez. Deux règles importantes. À mon coup de sifflet, si quelqu'un continue de lancer des balles, son équipe est directement éliminée. Et deuxièmement, les balles qui sortent du terrain ne comptent pas. Ok? En pratiquant des sports comme ça, personne ne sait ce qui va se passer quand on y joue pour la première fois. Donc personne ne peut déjà être bon dans ce sport. Personne ne peut être meilleur que les autres. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Tout le monde débute. Les filles et les garçons jouent ensemble. Et la beauté de la chose, c'est que personne ne reste en dehors du jeu.
Terminé. Allez, stop. On sort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut réfléchir à notre stratégie encore une minute? Oui, vous avez 1 minute pour revoir vos stratégies. Ce qu'on veut qu'ils développent au travers du sport, c'est leur leadership, des qualités de meneur. Qu'ils soient capables de travailler en groupe, de valoriser les autres, d'emmener une équipe vers un objectif commun. Plein de choses qui leur serviront tout au long de leur vie. Derrière le slogan « I Can », c'est la volonté de travailler à changer le monde de façon concrète qui s'exprime. Ainsi, dès la 4e, les élèves de Riverside School s'engagent dans des actions citoyennes. Dans mon lycée, on ne parle pas que des matières, des notes et de nos résultats aux examens, mais on parle aussi avec notre cœur et de la façon dont on contribue à la communauté. Donc on a un programme qui s'appelle Persévérance. Il y a plusieurs actions et on va dans différents lieux pour y apporter le bonheur. Aujourd'hui, on va vous proposer 3 jeux. On va commencer par un bowling, puis on fera un chamboule-tout et on finira par un loto. On va commencer par le bowling. Qui voudrait commencer? Tous les samedis, on fait une séance d'1 heure, 1 heure et demie avec les anciens. À chaque fois, on fait des jeux avec eux et on essaye de faire en sorte que tout le monde s'amuse bien. Il faut viser la quille qui est la plus en avant et lancer la balle bien droit. Au début de l'année, j'étais pas vraiment à l'aise avec les anciens. J'étais un peu timide, mais au fur et à mesure, ça a été de mieux en mieux. Maintenant, je discute avec eux et ça me plaît. On aime beaucoup quand les élèves viennent. Avec eux, on oublie notre âge. Et on profite de cette heure du samedi où on oublie tout. Rupa est en terminale et c'est elle qui dirige cette action à la maison de retraite. On a commencé il y a à peu près 4 ans. Je suis là depuis le tout début. Et je crois que le fait de m'engager pendant si longtemps, de persévérer, m'a fait changer. Je vois combien ils sont heureux quand on vient les voir, la façon dont ils nous attendent et leur bonne humeur quand on arrive. Quand on voit les bienfaits que ça apporte, on a vraiment envie de venir toutes les semaines et d'être là pour eux. Après chaque séance, les élèves se retrouvent pour un bilan en commun. Une méthode qui développe tout particulièrement leur capacité à s'exprimer en public. Cette fois-ci, les 4e ne sont pas restés entre eux, donc c'était bien. Tout le monde a bien été parlé avec les grands-parents. Oui, globalement, c'était une bonne séance, tout le monde a participé. Les 4e, bravo, continuez comme ça. Il faudrait qu'à chaque fois, vous parliez un peu plus avec eux. Là, on vous a pas mal guidé. La prochaine fois, essayez de faire l'effort vous-même. Mais c'était super. C'est la fin de l'année. Ce matin, les élèves présentent le bilan de leurs actions citoyennes devant des représentants d'associations caritatives. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une grand-mère
qui nous dit parfois qu'elle n'a plus envie de vivre. Et puis elle se rappelle qu'on vient et qu'on est là pour elle. Elle n'aime pas trop venir aux séances, mais on va la chercher dans sa chambre et à chaque fois, elle nous précise qu'elle veut s'asseoir à côté de tel ou tel élève. Là, on mesure que ce qu'on fait a un impact. En général, quand on rate une ou 2 séances, la fois d'après, tous les anciens nous demandent « Vous étiez où? Vous aviez des examens ?» Et si on dit oui, ils nous demandent comment ça s'est passé, si on a réussi. C'est un peu comme les conversations qu'on a à la maison avec nos propres grands-parents. Voilà le genre de relation qu'on a réussi à construire à la maison de retraite. Au départ, j'étais très réticent. Je n'étais pas dans ma zone de confort. Je me contentais d'observer, de regarder comment les plus grands menaient les séances. Et puis un jour, j'en ai raté une parce que j'étais malade. Et le samedi suivant, une des grand-mères est venue me voir et m'a demandé pourquoi je n'étais pas venu. Elle s'était inquiétée. Et j'ai réalisé combien ma présence est importante et appréciée là-bas. Et c'est pour ça que je suis content d'y aller tous les samedis. Dans le cadre de leur action citoyenne, d'autres élèves vont toutes les semaines faire des animations à l'hôpital, dans un service pédiatrique. Nous allons vous présenter notre bilan 2019-2020. Ça a été une grosse année. Nous avons rencontré 650 enfants sur 80 heures réparties en 40 séances. Et nous sommes un groupe de 22 bénévoles. À chaque séance, on fait en sorte que tous les enfants aient au moins souri au cours des 2 heures qu'on passe avec eux, que ce soit grâce au jeu ou en parlant ensemble. L'année dernière, je me disais, mais pourquoi est-ce que je dois aller là-bas? Ça ne m'apporte rien. Mais j'ai été obligé d'y aller parce que l'école m'y a forcé, sous peine de confisquer mon téléphone. Donc ça s'est passé comme ça, et petit à petit, j'ai commencé à aimer parler avec les enfants. Et au bout d'1 an, j'ai vraiment compris l'intérêt de ce qu'on fait là-bas. Parce que si je peux rendre quelqu'un heureux, alors je sens que ma vie a du sens. Vous avez parlé de ce qui a changé en vous-même. C'est très important. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres changements? Évidemment, il a dû y avoir un effet sur les enfants. Mais est-ce qu'il y en a eu un sur le personnel de l'hôpital? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites? Sont-ils accueillants? Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez dû surmonter? En fait, pendant les séances, on rassemble tous les enfants et on les fait s'asseoir sur des chaises. Mais ça ne plaisait pas aux infirmières du service. Elles nous disaient « Si vous voulez jouer avec les enfants ou leur donner à manger, faites-le dans leur chambre et puis vous partez. » Mais maintenant, elles voient que les enfants sont contents d'être avec nous. Et quand elles passent, elles essaient de participer. Et elles s'amusent aussi. Donc l'année prochaine, ça devrait continuer comme ça et bien se passer. Merci beaucoup pour tout. Une soirée très importante se prépare à Riverside School. C'est la présentation des projets ICANN, où chaque élève de première expose l'aboutissement de son travail individuel de l'année. Allez voir tous les stands, allez sur tous les stands. Si chacun est libre de choisir le sujet selon ses intérêts personnels, les projets sont tous développés dans une optique solidaire, pour le bien commun. Je donne des cours de sciences à des CM2, des 6e et 5e, et pour rendre les choses plus concrètes, j'utilise des maquettes. Parce que pendant mes études, chaque fois que j'ai fait des expériences, c'est là que j'ai le mieux compris et intégré les concepts. Pour mon projet ICANN, j'ai essayé d'apprendre comment investir en bourse. Je fais en sorte d'investir dans des entreprises éthiques, parce que la valeur des actions ne dépend pas que des performances de l'entreprise, mais aussi de sa réputation. Donc c'est important pour moi de choisir des entreprises qui ont bonne réputation, pour m'assurer un profit régulier.
J'ai fabriqué une prothèse de bras pour les amputés. Donc les capteurs détectent les mouvements des muscles de la partie valide du bras et les transmettent d'ici à là et le bras fonctionne comme un bras normal. Donc quand vous pensez que vous voulez fermer votre main, la main se ferme. Je suis vraiment très impressionnée par ce que j'ai vu. La plupart des projets qu'ils présentent sont très intéressants et je trouve qu'ils ont réussi à énormément avancer alors qu'ils avaient un temps assez limité. Et aujourd'hui, nous y sommes. Bienvenue à la soirée ICANN 2020. En travaillant sur ces projets concrets, nos élèves ont surmonté des obstacles. Ils ont conçu des prototypes, ils ont dû s'exprimer en public, ils ont dû s'organiser, tenir des délais. Tout ça, c'est du concret. Et toutes ces compétences finissent par transformer leur parcours scolaire. Bien souvent, on parle des enfants de demain ou de quand ils auront leur diplôme, en oubliant qu'on passe à côté de l'instant présent. Donc notre devoir à tous, c'est de faire de chaque jour une occasion de changer le monde, de faire un peu plus, d'être bienveillant, d'apprendre quelque chose, d'être plus ouvert, de sorte qu'après toutes ces années, ils finissent leurs études avec la conviction que leur vie a un sens. Et leur but n'est pas d'avancer à tout prix, mais de construire un monde meilleur. Et dans un monde meilleur, tous les enfants auraient accès à la meilleure éducation possible. Mais certains pays n'ont pas les moyens d'assurer l'école aux plus jeunes. Au Cambodge, après des décennies de guerre, plus de la moitié des enfants ne terminent pas l'école primaire. En réponse, Vandai Hook, un activiste écologiste, a fondé la Coconut School. Située au cœur d'un parc naturel, cette école accueille tous les enfants des environs. La première fois qu'il est venu, il a demandé à 3 d'entre nous « Est-ce que vous voulez aller à l'école ?» Et j'ai dit oui. Un mois plus tard, il a lancé les travaux et commencé la construction. J'avais du mal à y croire. Mais il a réussi à construire son école et il a ouvert les inscriptions. Alors on est allé s'inscrire. Comme Vandai Hook n'avait pas d'argent pour démarrer son école, il l'a construite lui-même, à partir de déchets recyclés. Ce bâtiment fait 5 mètres par 10 et 6 mètres de haut. On a calculé qu'il nous fallait 20 000 bouteilles pour le terminer et faire un grand mur. Si on utilisait du béton, ça coûterait 20 fois le prix des bouteilles. Alors que là, on s'en sort à moins de $100. Nous vivons dans un pays pauvre, en voie de développement. Donc, il faut être astucieux. Et Vandai Hook a conçu toute l'école sur ce principe. Ce sont donc de vieux pneus qui servent tantôt de mur, tantôt de terrain de jeu, quand des canettes et des bouchons deviennent la matière première de réalisations artistiques diverses. Une idée qui permet de faire face à une réalité économique difficile tout en éveillant les enfants aux enjeux de l'environnement. Car tous les vendredis, ils partent dans la forêt ramasser les détritus, majoritairement laissés par les touristes qui visitent le parc naturel. La Coconut School ne demande pas de frais de scolarité, mais elle impose aux élèves de participer à ce nettoyage et ainsi à l'agrandissement de leur école. J'espère que d'ici 5 à 10 ans, lorsqu'ils quitteront l'école, ils seront de véritables ambassadeurs de l'environnement. Je leur dis souvent la chose suivante. Vous pouvez vous détruire si vous voulez, mais ne détruisez pas la nature. Vous savez, la nature nous survit et elle nous apporte énormément. Donc il faut la préserver pour les générations futures.
Mon rêve, c'est que mes élèves deviennent des hommes qui prendront soin de notre planète. Il y a 3 ans, Noon a rejoint la Coconut School alors que jusque-là, il mendiait dans les rues pour nourrir sa famille. À 13 ans, après des années de malnutrition, on lui en donnerait moitié moins. L'école a changé sa vie. Il y a 2 conditions pour entrer à la Coconut School. 1. Ne pas travailler au bord de la route, sinon on n'a pas sa place ici. 2. Ne pas jouer à des jeux d'argent. Ce sont les 2 règles de l'école. L'école permet aussi à ses enfants de profiter d'un vrai repas chaque jour, indispensable pour travailler sereinement. Quant à l'enseignement en tant que tel, la Coconut School fait appel à toutes les bonnes volontés. Des professeurs bénévoles qui dispensent des cours de mathématiques, d'informatique, de khmer et d'anglais. Les connaissances indispensables pour travailler dans le secteur touristique, le moteur économique du pays. Pour cet exercice, Noon doit reproduire le plus vite possible les mots anglais qui s'affichent sur son écran. Pas facile avec l'alphabet d'une langue étrangère. Sur les 300 caractères, t'en as réussi 95. 95 T'as compris? Vas-y. Quand il ne va pas voir ses parents le week-end, Noon devient guide et fait visiter le parc naturel à des touristes. Systématiquement, le parcours s'achève à la Coconut School, devenue un mini-musée de l'écotourisme. Et Noon se fait porte-parole de la philosophie maison. Là, c'est notre nouvelle salle de classe, parce que Oncle Van Dai va ouvrir des nouveaux cours de khmer. Ici, tout le monde donne un coup de main, et moi aussi. Moi, j'ai 2 rêves. Si un jour Oncle Van Dai décide de partir, j'enseignerai à mon tour à ceux qui sont dans le besoin. Ensuite, si quelqu'un peut me remplacer, je laisserai ma place et je chercherai un autre travail. Comme les autres élèves croisés aux 4 coins de la planète, Noon a eu la chance de rencontrer une école et des enseignants à l'écoute de ses besoins. Et si le futur de l'école, c'était ça? Donner aux enfants l'envie d'apprendre, leur offrir de l'autonomie, leur enseigner à être à l'écoute des autres et de la planète, à gérer les défis d'un monde ultra connecté, et ainsi faire d'eux les citoyens éclairés de demain.